L'aube se levait à peine sur les collines de Bourgogne lorsque la silhouette frêle d'un jeune moine franchit les portes de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Le brouillard matinal s'accrochait encore aux vignes qui tapissaient les coteaux, et le chant des oiseaux se mêlait au son lointain des cloches appelant les frères à l'office de prime. Aliénor de Montclerc serra plus fort contre sa poitrine le sac de voyage qui contenait tout ce qu'il lui restait de son ancienne vie. Sous le bure grossière et le capuchon qui dissimulait ses cheveux coupés courts, son cœur battait à tout rompre. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort de son père, le baron Henri de Montclerc, et 6 semaines depuis qu'elle avait pris la décision qui allait changer son destin. « Frère Alexis, n'est-ce pas ?» La voix grave la fit sursauter. Un moine âgé, le visage marqué par les années, mais les yeux encore vifs, se tenait devant elle. Son habit noir de bénédictin était impeccablement propre, et une croix d'argent brillait sur sa poitrine. « Oui, mon père, » répondit Aliénor d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre plus grave. « Frère Alexis de Cluny, votre abbé, le père Augustin, m'attend. » « Je suis justement le père Augustin, » dit le vieil homme avec un sourire bienveillant. « Votre réputation de scribe vous précède, mon jeune frère. On me dit que vous excellez dans l'art de la calligraphie et de l'enluminure. » Aliénor inclina la tête avec humilité. Ses talents, elle les devait à sa tante Isabeau, dame cultivée qui avait insisté pour qu'elle apprenne non seulement à lire et écrire, mais aussi à maîtriser l'art délicat des manuscrits enluminés. Une éducation inhabituelle pour une noble, mais dame Isabeau n'avait jamais été une femme ordinaire. « Je fais de mon mieux pour servir Dieu à travers mon art, mon père. »« C'est tout ce que nous demandons ici, » répondit l'abbé en lui faisant signe de le suivre. « Venez, je vais vous montrer le scriptorium. C'est là que vous passerez la plupart de vos journées. » Ils traversèrent la cour intérieure du monastère, où d'autres moines vaquaient déjà à leurs occupations quotidiennes. Certains cultivaient le jardin potager, d'autres portaient des seaux d'eau du puits, et quelques-uns se dirigeaient vers la chapelle pour l'office. Aliénor observait tout avec attention, notant mentalement chaque détail qui pourrait lui être utile dans sa nouvelle vie. Le scriptorium occupait toute l'aile sud du bâtiment principal, une vaste salle inondée de lumière grâce aux grandes fenêtres qui donnaient sur le cloître. Des pupitres de bois étaient disposés en rangées ordonnées, chacun équipé d'encriers, de plumes d'oie taillées et de parchemins de différentes qualités. L'odeur de l'encre, du velin et de la cire d'abeille flottait dans l'air, familières et réconfortantes. « Notre bibliothèque contient plus de 200 volumes, » expliqua le père Augustin avec fierté. « Nous copions des textes sacrés, bien sûr, mais aussi des ouvrages de philosophie, de médecine et d'histoire. Nous sommes 6 scribes permanents, et vous serez le 7e. » Il fit un geste vers un homme d'une 40aine d'années qui travaillait déjà à son pupitre, penché sur un parchemin avec une concentration intense. L'homme leva brièvement les yeux à leur approche, et Aliénor fut frappée par le regard froid et calculateur qu'il lui lança. « Frère Mathieu est notre scribe le plus expérimenté, » dit l'abbé. « Il travaille actuellement sur une copie du commentaire sur Job de saint Grégoire. Frère Mathieu, voici frère Alexis qui vient nous rejoindre. »« Bienvenue, » dit Mathieu d'un ton qui manquait singulièrement de chaleur. Ses yeux, d'un gris acier, scrutèrent Aliénor de la tête aux pieds, comme s'il cherchait à percer ses secrets. « J'espère que vos compétences sont à la hauteur de votre réputation. »« Je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir, » répondit Aliénor en soutenant son regard. Le père Augustin les conduisit ensuite vers une petite pièce adjacente au scriptorium où étaient conservés les manuscrits les plus précieux de l'abbaye. Des coffres de chêne garnis de fer protégeaient ces trésors inestimables. « Ici repose notre bien le plus précieux, » dit l'abbé en ouvrant délicatement l'un des coffres. Il en sortit un volume relié de cuir rouge, orné de fermoirs d'argent ciselé. Un psautier enluminé datant du règne de Charlemagne. Chaque page est une œuvre d'art.
Les enluminures ont été réalisées par un maître dont le nom s'est perdu, mais dont le talent était sans égal. Avec précaution, il ouvrit le manuscrit, révélant des pages d'un velin d'une finesse extraordinaire, couvertes d'une écriture caroline parfaite. Les lettres initiales étaient ornées de dorures à la feuille d'or, entrelacées de motifs végétaux et d'animaux fantastiques. Des miniatures représentant des scènes bibliques émaillaient le texte, leurs couleurs aussi vives que si elles avaient été peintes la veille. Aliénor retint son souffle. Elle avait vu des manuscrits enluminés dans la bibliothèque de son père, mais rien qui puisse rivaliser avec cette merveille. « C'est magnifique !» murmura-t-elle, oubliant presque de masculiniser sa voix. « En effet, » acquiesça l'abbé, « et c'est précisément pour des projets de cette envergure que nous avons besoin de scribes talentueux. Le duc de Bourgogne nous a commandé une copie de ce psautier. C'est un travail qui prendra des mois, peut-être des années. » Il referma le précieux volume et le replaça dans son coffre avec révérence. « Mais commençons par quelque chose de plus simple pour évaluer vos compétences. Venez, je vais vous montrer votre pupitre. » Les jours suivants passèrent dans une routine qui devint rapidement familière à Aliénor. Elle se levait avant l'aube pour l'office de matine, puis assistait à la messe avant de rejoindre le scriptorium. Les heures s'écoulaient dans le silence studieux, rythmé par le grattement des plumes sur le parchemin et les prières murmurées. Elle prenait ses repas avec les autres moines dans le réfectoire, gardant toujours le silence, comme le prescrivait la règle de saint Benoît pendant les repas. Le soir, après l'office de vêpres, elle se retirait dans la petite cellule qui lui avait été attribuée. C'était une pièce austère, meublée seulement d'un lit de paille, d'un tabouret et d'un crucifix de bois accroché au mur. Mais c'était son refuge, le seul endroit où elle pouvait abaisser sa garde et être elle-même, ne serait-ce que quelques instants. Sa ruse fonctionnait. Les autres moines l'acceptaient comme l'un des leurs, un jeune frère silencieux et studieux, doué pour l'enluminure. Seul frère Mathieu continuait à l'observer avec une méfiance manifeste, mais Aliénor attribuait cela à la jalousie professionnelle. Le père Augustin avait été impressionné par son travail et lui avait confié des tâches de plus en plus importantes. 3 semaines après son arrivée, tout bascula. Chapitre 2, le vol. C'était un matin de septembre, l'air était frais et portait l'odeur des vendanges qui commençaient dans les vignobles environnants. Aliénor venait d'entrer dans le scriptorium lorsqu'elle entendit un cri venant de la salle des manuscrits précieux. Le père Augustin se tenait devant le coffre ouvert, le visage blême. D'autres moines accouraient déjà, attirés par le bruit. « Il a disparu », murmura l'abbé d'une voix tremblante. « Le psautier de Charlemagne, il a été volé. » Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Voler dans un monastère était un sacrilège impensable, mais voler un tel trésor... « Comment est-ce possible ?» demanda frère Mathieu, le premier à retrouver sa voix. « Le coffre est toujours fermé à clé, et vous seul possédez cette clé, mon père. »« J'en ai 2, admit l'abbé, visiblement bouleversé. Une que je garde toujours sur moi, et une autre conservée dans mon bureau pour les urgences. Et cette deuxième clé? Elle est toujours là, dans le tiroir fermé de mon bureau. J'ai vérifié ce matin. » Frère Mathieu fronça les sourcils. Alors comment le voleur a-t-il pu ouvrir le coffre? À moins que... Son regard se posa sur Aliénor avec une intensité accusatrice. À moins que quelqu'un n'ait fait faire une copie de la clé. « C'est une accusation grave, frère Mathieu, dit sévèrement le père Augustin. Avez-vous des preuves? » Des preuves? Non, pas encore. Mais réfléchissez, mon père. Ce vol survient quelques semaines seulement après l'arrivée de notre nouveau frère. Un inconnu dont nous ne savons presque rien. Tous les regards se tournèrent vers Aliénor. Elle sentit son sang se glacer, mais se força à rester calme.
Je n'ai rien volé, mon père, dit-elle fermement. Je n'ai même jamais touché ce coffre. Fouillons sa cellule, suggéra frère Mathieu. Si le manuscrit y est, nous aurons notre réponse. Le père Augustin hésita, visiblement déchiré entre son devoir et sa réticence à soupçonner l'un de ses frères. Finalement, il hocha la tête. « Très bien. Frère Alexis, accepteriez-vous que nous fouillions votre cellule ?»« Bien sûr, mon père, » répondit Aliénor, sachant qu'elle n'avait pas le choix. La procession qui se dirigea vers sa cellule avait quelque chose de funèbre. Aliénor marchait en tête, la tête haute malgré sa terreur intérieure. Non pas qu'elle craignît qu'il trouve le manuscrit volé, elle était innocente de ce crime, mais sa cellule contenait d'autres secrets. Dans son sac de voyage, caché sous sa paillasse, se trouvait une robe, le dernier vestige de sa vie d'avant. Si quelqu'un la découvrait... Le père Augustin ouvrit la porte étroite. La cellule était exactement comme Aliénor l'avait laissée ce matin. Le lit soigneusement fait, le tabouret à sa place, rien qui suggérât quoi que ce soit d'inhabituel. Frère Mathieu ne perdit pas de temps. Il souleva la paillasse, déplaça le tabouret, sonda les murs à la recherche de cachettes. Aliénor retenait son souffle. Le sac était là, juste sous la paille. Mais Mathieu ne le trouva pas, ou du moins il ne le chercha pas assez profondément. Après plusieurs minutes de recherche infructueuse, il se redressa, visiblement déçu. « Il n'y a rien ici », admit-il à contre-cœur. Le père Augustin sembla soulagé. « Je suis désolé d'avoir douté de vous, frère Alexis, mais nous devons retrouver ce manuscrit. Il ne s'agit pas seulement de sa valeur inestimable, mais aussi de notre honneur. Si la nouvelle de ce vol se répand, notre réputation sera ruinée. »« Que proposez-vous, mon père ?» demanda l'un des moines plus âgés. « Nous devons mener une enquête discrète. Je vais écrire au duc pour l'informer et demander son aide. En attendant, personne ne doit quitter l'abbaye sans ma permission. Et je veux que chacun réfléchisse. Avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel ces derniers jours ?» Les jours suivants furent tendus. L'atmosphère de sérénité qui régnait habituellement dans le monastère avait cédé la place à la suspicion et à la méfiance. Les moines se regardaient les uns les autres avec défiance. Le travail au scriptorium continuait, mais dans un silence encore plus pesant qu'à l'ordinaire. Aliénor se sentait particulièrement vulnérable. Malgré l'absence de preuves contre elle, elle voyait bien que certains, menés par frère Mathieu, continuaient à la soupçonner. Elle devait être plus prudente que jamais, ne donner aucune raison de douter d'elle. Une semaine après le vol, un visiteur arriva à l'abbaye. Aliénor l'aperçut depuis une fenêtre du scriptorium. Un homme grand et robuste, vêtu de la tunique et du haubert d'un chevalier, bien que sans armoirie apparente. Il montait un destrier noir magnifique et était accompagné de 2 écuyers. Le père Augustin lui-même sortit pour l'accueillir. « Qui est-ce » murmura Aliénor à frère Pierre, un jeune moine affable qui travaillait au pupitre voisin. « Guillaume de Courtenay, » répondit Pierre à voix basse, « un chevalier au service du duc. On dit qu'il a résolu plusieurs affaires difficiles. Le duc l'envoie souvent lorsqu'il y a des problèmes délicats à régler. » Aliénor observa le nouveau venu avec attention. Même de loin, elle pouvait voir qu'il se déplaçait avec l'assurance d'un homme habitué à commander. Ses cheveux étaient d'un brun foncé, coupés court à la mode militaire, et son visage hâlé par le soleil suggérait de longues heures passées à l'extérieur. « Il va certainement vouloir nous interroger tous », ajouta Pierre avec une note d'anxiété dans la voix. Pierre avait raison. Dès le lendemain, Guillaume de Courtenay commença ses interrogatoires. Il s'installa dans la salle capitulaire et convoqua les moines un par un. Aliénor attendait son tour avec une appréhension croissante.
Elle avait survécu à l'inspection de frère Mathieu, mais un enquêteur professionnel serait-il aussi facile à tromper? Lorsque son tour arriva enfin, en fin d'après-midi, elle entra dans la salle capitulaire avec toute l'assurance qu'elle put rassembler. Guillaume de Courtenay était assis derrière une grande table de chêne, des parchemins étalés devant lui. Il leva les yeux à son approche, et Aliénor se retrouva sous le regard de yeux d'un bleu-gris perçant qui semblait voir à travers elle. « Frère Alexis, dit-il d'une voix grave et mesurée, asseyez-vous, je vous prie. » Aliénor s'assit sur le tabouret qu'il lui désignait, gardant le dos droit et les mains posées sur ses genoux. « Vous êtes arrivé à l'abbaye il y a un peu plus d'un mois, n'est-ce pas? »« Oui, messire, le 15 août. » « Et d'où venez-vous? »« De l'abbaye de Cluny, messire, j'y ai fait mon noviciat. » Guillaume consulta l'un de ses parchemins. « Oui, j'ai ici une lettre de l'abbé de Cluny qui confirme vos dires. Il parle de vous en termes élogieux. Un scribe talentueux, dit-il, particulièrement doué pour l'enluminure. J'essaie de servir Dieu du mieux que je peux, messire. » Noble sentiment. Le chevalier se pencha en avant, ses mains jointes devant lui. « Parlez-moi du matin où le vol a été découvert. Qu'avez-vous fait avant d'arriver au scriptorium ?» Aliénor lui raconta sa matinée, depuis l'office de matine jusqu'au moment où elle était entrée dans le scriptorium et avait entendu le cri du père Augustin. Guillaume l'écouta sans l'interrompre, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces dernières semaines? Quelqu'un rôdant près de la salle des manuscrits, par exemple ?»« Non, messire, mais je suis nouveau ici, je ne saurais pas nécessairement reconnaître ce qui est inhabituel. » Guillaume hocha lentement la tête. « Frère Mathieu semble penser que vous pourriez être impliqué dans ce vol. »« Frère Mathieu se méfie de moi depuis mon arrivée, » répondit Aliénor avec prudence. « Je crois qu'il n'apprécie pas qu'un nouveau venu reçoive des tâches importantes. » Le chevalier l'étudia encore un moment, puis sourit légèrement. « Je dois dire, frère Alexis, que vous me semblez bien jeune pour être un scribe accompli. Quel âge avez-vous ? » « 20 ans, messire. »« Et vos parents, sont-ils vivants ?» Aliénor sentit sa gorge se serrer. « Ma mère est morte à ma naissance, messire. Mon père est décédé il y a quelques mois. »« Je suis désolé pour votre perte. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui surprit Aliénor. « C'est ce qui vous a poussé à entrer dans les ordres ? » ?»« En partie, oui. Mon père souhaitait que je serve l'Église. » Guillaume se leva et fit le tour de la table. Il était encore plus grand qu'Aliénor ne l'avait pensé, dépassant facilement 6 pieds. Il s'approcha de la fenêtre et regarda le cloître en contrebas. « J'ai interrogé tous les moines de cette abbaye, dit-il sans se retourner, et savez-vous ce que j'ai découvert? Que personne n'a vu ou entendu quoi que ce soit d'inhabituel. Pas un bruit suspect, pas une ombre furtive, rien. C'est comme si le manuscrit s'était évaporé. Quelqu'un ment donc. Ou quelqu'un est très habile. » Il se retourna pour lui faire face. « Ce manuscrit vaut une fortune. Quiconque l'a volé savait exactement ce qu'il faisait et comment le faire. Ce n'était pas l'œuvre d'un opportuniste. Que comptez-vous faire, messire ? Continuez à chercher, observez. Les voleurs font toujours une erreur, tôt ou tard. » Il se rassit et fit un geste de la main. « Vous pouvez partir, frère Alexis, mais restez vigilant. Si vous voyez ou entendez quoi que ce soit, venez me trouver immédiatement. » Aliénor se leva et inclina la tête. « Bien sûr, messire. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, la voix de Guillaume l'arrêta. « Frère Alexis ? » « Oui, messire. Vos mains. Elles sont très fines pour quelqu'un qui a grandi en travaillant, presque délicates. » Le cœur d'Aliénor manqua un battement. « Mon père était aisé, messire. Je n'ai jamais eu à faire de travaux manuels pénibles. » « Je vois. » Guillaume la regarda encore un moment, puis hocha la tête. « Allez en paix. » Chapitre 3e. L'enquête. Les jours s'écoulèrent sans nouvelles du manuscrit disparu.
Guillaume de Courtenay restait à l'abbaye, observant, interrogeant, cherchant des indices qui pourraient le mener au voleur. Sa présence changeait la dynamique du monastère. Les moines marchaient avec plus de prudence, parlaient à voix basse, conscients d'être surveillés. Aliénor essayait de se concentrer sur son travail, mais elle sentait souvent le regard du chevalier sur elle. Lors des repas dans le réfectoire, elle le voyait assis à la table d'honneur, aux côtés du père Augustin, mais ses yeux parcouraient régulièrement la salle, s'attardant parfois sur elle un instant de trop. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur l'enluminure d'une lettre initiale représentant saint Benoît, frère Pierre s'approcha de son pupitre. « Le père Augustin te demande dans son bureau, » murmura-t-il. Aliénor posa sa plume avec soin et se leva. En traversant le cloître pour rejoindre le bureau de l'abbé, elle essayait de calmer les battements désordonnés de son cœur. Qu'avait-on découvert? Allait-on enfin l'accuser formellement? Elle frappa à la porte et entra à l'invitation de l'abbé. Le père Augustin était seul, assis derrière son bureau encombré de parchemins et de livres. Il leva vers elle un visage fatigué. « Asseyez-vous, mon fils, dit-il gentiment. Aliénor s'assit, les mains crispées sur ses genoux. « Je voulais vous parler de votre travail, commença l'abbé. Le seigneur de Courtenay et moi avons examiné vos enluminures. Elles sont d'une qualité exceptionnelle, vraiment remarquable pour quelqu'un de votre âge. Merci, mon père. En fait, continua l'abbé en sortant un parchemin d'un tiroir, elles me rappellent un style que j'ai vu une fois dans le passé. Il y a plusieurs années, j'ai eu l'occasion de visiter le château du baron Henri de Montclair. Sa bibliothèque contenait quelques manuscrits enluminés d'une grande beauté. Le travail était signé par une certaine Aliénor. Le sang d'Aliénor se glaça dans ses veines. Elle garda le silence, ne sachant que dire. « Le baron avait une fille, je crois, poursuivit le père Augustin, son regard perçant fixé sur elle. Une fille unique, qui, selon la rumeur, était aussi belle que cultivée. Après la mort du baron, la jeune femme a disparu. Certains disent qu'elle s'est enfuie pour éviter un mariage arrangé avec un vieux seigneur. Mon père, L'abbé leva la main. Je ne vous demande pas de confession, mon enfant. Chacun a ses raisons d'être ici, et Dieu seul connaît le cœur des hommes, ou des femmes. Il marqua une pause significative. Mais je dois vous avertir. Le seigneur de Courtenay est un homme perspicace. Si je peux voir la vérité, il le peut aussi. Allez-vous me dénoncer? Vous dénoncer? Le père Augustin eut un sourire triste. À quel crime? Vous cherchez refuge et paix, et vous servez Dieu avec dévotion et talent. Si votre présence ici est sous de faux semblants, c'est entre vous et votre conscience. Mais, et son ton se fit plus sérieux, vous devez comprendre que votre situation vous rend vulnérable. Si jamais la vérité éclate, je le sais, mon père, alors soyez prudente, très prudente. Il se leva, signalant la fin de l'entretien, et priez pour que nous retrouvions ce manuscrit rapidement, car plus l'enquête se prolonge, plus les secrets cachés risquent d'être révélés. Aliénor quitta le bureau de l'abbé avec un poids encore plus lourd sur les épaules. Elle avait toujours su que son déguisement ne tiendrait pas éternellement, mais elle n'avait pas imaginé être découverte si tôt. Et maintenant, avec Guillaume de Courtenay qui rôdait partout. Ce soir-là, après l'office de complice, Aliénor se retira dans sa cellule plus troublée que jamais. Elle s'allongea sur sa paillasse, fixant l'obscurité du plafond. Devait-elle partir avant d'être démasquée? Mais où irait-elle? Elle n'avait nulle part où aller. Un bruit léger à sa porte la fit sursauter. Quelqu'un glissait quelque chose dessous. Elle se leva rapidement et ramassa le morceau de parchemin plié. À la faible lueur de la lune qui entrait par l'étroite fenêtre, elle déchiffra les mots tracés d'une écriture hâtive. La vérité se cache dans les enluminures. Cherchez le chardonnay. Aucune signature. Aliénor retourna le parchemin, mais il n'y avait rien d'autre.
Le chardonnay, qu'est-ce que cela pouvait signifier? Elle passa la majeure partie de la nuit à réfléchir à ce message cryptique. Le chardonnay était un oiseau commun dans les enluminures médiévales, souvent utilisé comme symbole. Mais lequel? Et où le chercher? Au matin, elle décida qu'elle devait examiner le psautier volé de plus près. Mais il avait disparu, bien sûr. Cependant, le père Augustin avait mentionné que le duc avait commandé une copie. Ce projet avait-il déjà commencé? Y avait-il des esquisses, des notes? Elle attendit que le scriptorium soit vide pendant l'office de Sexte pour fouiller discrètement. Dans un coffre fermé à clé, mais dont la serrure céda facilement sous une épingle à cheveux qu'elle avait conservée, elle trouva un cahier de notes et quelques esquisses préliminaires du psautier. Elle feuilleta rapidement les pages. Là, sur l'une des esquisses représentant le psaume 91, elle le vit. Un chardonnay, perché sur une branche de lierre qui s'enroulait autour de la lettre initiale. Ce n'était pas un élément inhabituel, mais quelque chose dans la façon dont il était dessiné attira son attention. L'oiseau semblait regarder vers quelque chose hors du cadre de l'enluminure, son œil minutieusement détaillé fixé sur un point précis. Aliénor suivit la direction de son regard et remarqua une petite marque dans la marge, presque invisible. Ce n'était pas une tache d'encre accidentelle, c'était délibéré, une sorte de symbole. Elle était si absorbée par son examen qu'elle n'entendit pas les pas derrière elle. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, frère Alexis ?» La voix de Guillaume de Courtenay la fit sursauter si violemment qu'elle faillit laisser tomber l'esquisse. Elle se retourna, le cœur battant, pour trouver le chevalier debout dans l'embrasure de la porte du scriptorium. « Messire, Elle s'efforça de reprendre contenance. « J'étudiais les esquisses du psautier. Le père Augustin m'a demandé de me familiariser avec le style avant de commencer le travail de copie. »« Vraiment ?» Guillaume s'approcha, et Aliénor dut résister à l'envie de reculer. « C'est étrange. Le père Augustin m'a dit il y a quelques instants qu'aucun travail de copie n'avait encore été assigné, étant donné les circonstances. » Prise au piège dans son mensonge, Aliénor ne sut que répondre. Guillaume lui prit doucement l'esquisse des mains et l'examina. « Le chardonneret, murmura-t-il, intéressant. Saviez-vous que dans la symbolique médiévale, le chardonneret est associé à la passion du Christ? On dit qu'il a acquis sa tache rouge en tentant de retirer une épine de la couronne du Christ. »« Je ne savais pas, messire. »« Vraiment ? Pourtant, pour un enlumineur de votre talent, je m'attendrais à ce que vous connaissiez ces symboles. » Il reposa l'esquisse et se tourna vers elle, son regard intense. « Vous me cachez quelque chose, frère Alexis. Depuis le début, je le sens. »« Je ne cache rien, messire. »« Non ?» Il se rapprocha encore, et Aliénor pouvait maintenant sentir l'odeur de cuir et d'acier qui émanait de lui. « Alors pourquoi vos mains tremblent-elles chaque fois que je vous parle? Pourquoi détournez-vous toujours les yeux? Pourquoi cette peur que je lis sur votre visage? Je ne suis pas habitué à être interrogé comme un criminel. » « Vous n'êtes pas interrogé comme un criminel, pas encore. » Il marqua une pause. « Mais j'ai l'intention de découvrir la vérité, frère Alexis, sur le vol et sur vous. » Avant qu'Aliénor puisse répondre, des voix excitées se firent entendre dans le cloître. Guillaume fronça les sourcils et se dirigea vers la fenêtre. Aliénor le suivit, soulagé de cette interruption. Dans la cour, plusieurs moines étaient rassemblés autour d'un homme vêtu de haillons qui gesticulait avec animation. Même de loin, Aliénor pouvait voir qu'il était dans un état pitoyable, couvert de boue et de sang séché. « Qui est-ce » demanda Guillaume. « Je ne sais pas, messire. » Ils descendirent rapidement dans la cour. Le père Augustin était déjà là, essayant de calmer l'homme qui semblait à bout de force. « Mon père, il faut m'aider » criait l'homme. « Ils m'ont tout pris, tout !»« Calmez-vous, mon fils, » dit doucement l'abbé. « Qui vous a pris quoi ?»« Des brigands, sur la route de Vézelay !» L'homme s'effondra à genoux, épuisé.
J'étais un marchand, je transportais des marchandises précieuses pour les vendre à la foire. Ils m'ont attaqué, ils ont tout volé, et ils m'ont laissé pour mort. » « Quand cela s'est-il passé ?» demanda Guillaume en s'agenouillant à côté de l'homme. « Il y a 3 jours, j'ai marché jusqu'ici. »« Cet homme a besoin de soins, » dit le père Augustin. « Frère Luc, emmenez-le à l'infirmerie et donnez-lui à manger et à boire. » Tandis que le pauvre homme était emmené, Guillaume se releva, l'air pensif. « Des brigands sur la route de Vézelay ?» murmura-t-il. « Voilà qui est intéressant. »« En quoi est-ce intéressant, messire ?» demanda Aliénor malgré elle. Guillaume la regarda avec un sourire énigmatique. « Parce que, frère Alexis, Vézelay est sur la route vers Paris, et Paris est l'endroit idéal pour vendre un manuscrit volé. » Chapitre 4e. Révélation. Le lendemain matin, Guillaume de Courtenay annonça qu'il allait suivre la piste des brigands mentionnés par le marchand. Il prendrait avec lui 2 de ses hommes d'armes et serait absent quelques jours. « En mon absence, dit-il au père Augustin lors d'une réunion dans la salle capitulaire, je demande que personne ne quitte l'abbaye, et je veux que tous les moines continuent leurs activités normales. Parfois, c'est en relâchant la surveillance que les secrets émergent. » Son regard s'attarda sur Aliénor un instant avant qu'il ne quitte la pièce. Dès son départ, l'atmosphère du monastère se détendit légèrement. Les moines reprirent leur routine avec un peu moins d'anxiété. Mais Aliénor, elle, restait troublée. Le message mystérieux sur le chardonneret, la marque étrange dans la marge de l'esquisse, et maintenant cette histoire de brigands, tout cela formait un puzzle dont elle ne voyait pas encore l'image complète. Elle décida de retourner examiner les esquisses plus attentivement. Cette fois, elle attendit la nuit, après l'office de complice, lorsque le scriptorium était désert. Munie d'une chandelle, elle se faufila silencieusement dans la grande salle. Les esquisses étaient toujours dans le coffre. Elle les étala sur son pupitre et commença à les examiner une par une à la lumière tremblante de la chandelle. Il y avait une 12aine de dessins, chacun représentant une page différente du psautier original. Sur chacun, elle cherchait des chardonnerets. Elle en trouva 3. Un sur le psaume 91 qu'elle avait déjà vu, un autre sur le psaume 23 et un 3e sur le psaume 51. Et sur chacun de ces dessins, il y avait cette même marque étrange dans la marge, presque invisible à moins de la chercher spécifiquement. Aliénor sortit un parchemin vierge et reproduisit les marques. Vues ensemble, elles formaient un motif. 3 traits, disposés de façon à former une lettre? Non, plutôt un symbole, mais lequel? « Vous travaillez tard, frère Alexis. » Cette fois, Aliénor ne sursauta pas. Elle avait entendu les pas approcher. Sans se retourner, elle répondit « Je pourrais dire la même chose de vous, frère Matthieu. » Le vieux scribe s'approcha, sa chandelle projetant des ombres mouvantes sur les murs. Il regarda les esquisses étalées devant elle. « Que cherchez-vous » ?« La vérité, » répondit Aliénor simplement. Matthieu eut un rire sans joie. « La vérité. Voilà un concept dangereux dans un lieu comme celui-ci. Vous semblez parler d'expérience. J'ai passé 30 ans dans ce monastère, jeune frère. J'ai vu bien des choses, appris bien des secrets. » Il prit l'une des esquisses et l'examina. Ce psautier, par exemple, savez-vous qui l'a réellement enluminé? Un maître anonyme du temps de Charlemagne, selon le père Augustin. C'est ce qu'on raconte, mais la vérité est plus intéressante. Matthieu reposa l'esquisse et fixa Aliénor de ses yeux gris acier. Il a été créé par une femme, une religieuse de l'abbaye de Chelles, nommée Gisèle. Elle était la sœur de Charlemagne lui-même. Une femme? Aliénor ne put cacher sa surprise. Surprenant, n'est-ce pas, que le plus beau manuscrit de notre collection soit l'œuvre d'une femme? Son regard se fit plus perçant.
Mais alors, pourquoi cela vous surprendrait tant, étant donné que vous êtes vous-même? Que voulez-vous dire? Coupa Aliénor, son cœur s'accélérant. Allons, dame Aliénor de Montclair, vous ne pensiez quand même pas que votre déguisement me tromperait indéfiniment? Aliénor recula d'un pas, cherchant désespérément une issue. Mais Mathieu leva les mains dans un geste apaisant. « Paix, mon enfant, je ne vais pas vous dénoncer, au contraire. »« Pourquoi? Vous m'avez accusé dès le premier jour. » »« Justement, je voulais détourner les soupçons de moi, mais j'ai rapidement compris que vous n'étiez pas le voleur. Vous êtes trop sincère, trop transparente dans vos émotions. Alors qui a volé le manuscrit? » Mathieu hésita, puis sembla prendre une décision. « Venez avec moi. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Il la conduisit hors du scriptorium, à travers le cloître silencieux et endormi. Ils descendirent un escalier de pierre qui menait aux caves du monastère, où étaient stockés le vin et les provisions. Mais au lieu de s'arrêter là, Mathieu continua jusqu'à une porte cachée derrière des tonneaux de vin. « Comment savez-vous » commença Aliénor. « 30 ans, rappelez-vous, il y a peu de secrets dans cette abbaye que j'ignore. » Il ouvrit la porte, révélant un passage étroit qui s'enfonçait dans l'obscurité. Ils suivirent le passage, leurs chandelles projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre humide. Après ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent à une petite chambre voûtée. Et là, posé sur une table de pierre, comme une offrande sur un autel, se trouvait le psautier volé. Aliénor s'approcha stupéfaite. Le manuscrit était intact, ses fermoirs d'argent brillant à la lumière des chandelles. Elle tendit la main pour le toucher, puis se ravisa. « Pourquoi est-il ici? Qui l'a mis là ?»« Moi » dit une voix derrière eux. Aliénor et Mathieu se retournèrent brusquement. Le père Augustin se tenait dans l'entrée du passage, une chandelle à la main. Son visage était grave, mais calme. « Mon père » s'exclama Aliénor, « vous avez volé votre propre manuscrit ?» L'abbé entra dans la chambre et posa sa chandelle sur la table. « Je ne l'ai pas volé, mon enfant, je l'ai mis en sécurité. »« Mais pourquoi? Pourquoi faire croire à un vol ?» Le père Augustin soupira profondément. « Parce que j'ai découvert quelque chose de dangereux. » Il ouvrit le psautier et tourna les pages jusqu'au psaume 91. « Regardez ici, et ici. » Il indiqua les marges, les enluminures. « Voyez-vous ces marques, ces symboles ? » « Oui, je les ai vus sur les esquisses. Ce ne sont pas de simples décorations. C'est un code, un message caché. Il y a plusieurs mois, un érudit de passage m'a montré comment déchiffrer ces anciens codes. J'ai appliqué ces méthodes à notre psautier et j'ai découvert... » Il marqua une pause. « Un secret qui pourrait ébranler l'Église elle-même. » « Quel genre de secret ?» demanda Aliénor, fascinée malgré elle. La religieuse qui a créé ce manuscrit, Gisèle de Chelles, a caché dans ses enluminures la vérité sur certains événements de son époque, des vérités que les puissants voulaient garder cachées, des trahisons, des complots, des meurtres déguisés en accidents. « Et quelqu'un d'autre a découvert cela ?» comprit Mathieu. « Exactement. Il y a eu des visiteurs à l'abbaye ces derniers mois, des hommes qui posaient trop de questions, qui s'intéressaient trop au psautier. J'ai compris qu'ils cherchaient à s'en emparer, pas pour sa valeur artistique, mais pour détruire les preuves qu'il contient. »« Alors vous l'avez caché, » dit Aliénor, « et vous avez fait semblant qu'il avait été volé pour gagner du temps, pour trouver un moyen de protéger son contenu avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. » Le père Augustin regarda Aliénor avec intensité. « Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai besoin de votre aide, dame Aliénor. »« Mon aide ? Vous êtes la meilleure enlumineuse que j'ai jamais vue. Je veux que vous fassiez une copie exacte de ce manuscrit, chaque page, chaque enluminure, chaque détail. Nous conserverons l'original en sécurité ici et nous présenterons la copie comme le manuscrit retrouvé. »« Mais le seigneur de Courtenay... »
Guillaume de Courtenay est un homme d'honneur, mais il sert le duc, et le duc a ses propres intérêts. Non, nous ne pouvons faire confiance à personne d'autre. » L'abbé posa sa main sur l'épaule d'Aliénor. « Je sais que je vous demande beaucoup. Un tel travail prendra des mois, mais vous êtes peut-être la seule personne capable de le faire. » Aliénor regarda le précieux manuscrit, puis les visages graves de l'abbé et de frère Mathieu. Elle pensait être venue ici pour se cacher, pour fuir son passé. Mais peut-être que son destin était autre chose. Peut-être que ses talents d'enlumineuse n'étaient pas un simple passe-temps de noble oisive, mais un don qui avait un but. « Je le ferai, dit-elle finalement, mais à une condition. » « Laquelle ? Que vous me disiez tout, tous les secrets que contient ce manuscrit. Je veux savoir pourquoi il est si important. » Le père Augustin échangea un regard avec Mathieu, puis hocha la tête. « Très bien, mais pas ici et pas maintenant. Il fait presque jour. Nous devons retourner avant que quelqu'un ne remarque notre absence. Frère Mathieu, remettez le manuscrit en sûreté. Dame Aliénor, venez avec moi. » Chapitre 5e. Le retour du chevalier. Les jours suivants furent étranges pour Aliénor. En apparence, tout continuait comme avant. Elle travaillait au scriptorium, assistait aux offices, prenait ses repas avec les autres moines. Mais en secret, elle commençait le travail colossal de copier le psautier. Chaque nuit, après compli, elle descendait dans la chambre secrète. Le père Augustin lui avait fourni les meilleurs parchemins, les encres les plus fines, les pigments les plus précieux. Elle travaillait à la lueur des chandelles, reproduisant minutieusement chaque ligne, chaque lettre, chaque enluminure. C'était un travail épuisant qui exigeait une concentration absolue. La moindre erreur, la plus petite différence avec l'original pourrait trahir la supercherie. Mais plus elle progressait, plus elle comprenait le génie de Gisèle de Chelles. Les enluminures n'étaient pas seulement belles, elles étaient ingénieuses. Le code caché était tissé dans les motifs décoratifs avec une subtilité qui laissait Aliénor émerveillée. Le père Augustin lui avait montré comment déchiffrer les messages. Certains chardonnerets pointaient vers des lettres spécifiques. Certains motifs de lierre formaient des symboles alchimiques. Les couleurs elles-mêmes avaient une signification. Le bleu pour la vérité, le rouge pour le sang versé, l'or pour la corruption. Lentement, l'histoire cachée se révélait. Une histoire de trahison au plus haut niveau de la cour de Charlemagne. De meurtres déguisés, de complots qui avaient façonné le cours de l'histoire. Des noms puissants étaient impliqués, des familles dont les descendants étaient encore influents aujourd'hui. Vous comprenez maintenant pourquoi ce manuscrit est si dangereux, lui dit le père Augustin un soir, alors qu'elle achevait la copie d'une page particulièrement complexe. Si ces vérités étaient révélées, cela pourrait détruire des dynasties entières. Mais ne devrait-elle pas être révélée? La vérité ne devrait-elle pas toujours éclater? Parfois, la vérité cause plus de mal que le mensonge. L'abbé semblait là, vieilli par le poids de son secret. Gisèle a caché ces informations pour une raison. Elle les a préservées, oui, mais elle les a aussi enfermées dans un code que peu pourraient déchiffrer. Elle nous laissait le choix de savoir ou d'ignorer. La 4e nuit, alors qu'Aliénor travaillait sur l'enluminure du psaume 23, elle entendit des voix au-dessus d'elle, des voix d'hommes dans la cave. Son cœur s'emballa. Rapidement, elle souffla sa chandelle et se pressa contre le mur dans l'obscurité. Les voix se rapprochaient. Puis, elle entendit la porte secrète s'ouvrir. Des pas descendaient le passage. Elle retint son souffle, priant pour que l'obscurité la cache. La lumière d'une torche éclaira soudain la chambre. Aliénor plissa les yeux, aveuglée après l'obscurité. Lorsque sa vision s'adapta, elle vit 2 silhouettes dans l'entrée.
L'une était le père Augustin, l'autre, Guillaume de Courtenay, s'exclama-t-elle malgré elle. Le chevalier avança dans la pièce, sa torche illuminant la table où était étalé le psautier original et la copie en cours. Son visage était indéchiffrable. « Ainsi, dit-il lentement, voilà où se cachait le manuscrit volé, et voilà qui est le mystérieux frère Alexis. » Son regard se posa sur Aliénor avec une intensité qui la fit frissonner. Ou devrais-je dire, dame Aliénor de Montclair. Aliénor se tourna vers le père Augustin, se sentant trahi. « Vous lui avez dit ?»« Je n'ai pas eu le choix, mon enfant, » répondit l'abbé tristement. « Le seigneur de Courtenay a découvert la chambre secrète par ses propres moyens, et il mérite de connaître la vérité. » Guillaume s'approcha de la table et examina les manuscrits. « Remarquable, » murmura-t-il. « La copie est presque parfaite. Je ne pourrais pas dire laquelle est l'original si je ne savais pas. »« Que comptez-vous faire ?» demanda Aliénor, la voix tendue. « Allez-vous nous dénoncer ?» Guillaume la regarda longuement. « Cela dépend. Dites-moi pourquoi. Pourquoi tout ceci? Pourquoi la mascarade du vol? Pourquoi cette copie secrète ?»« Montrez-lui, dit le père Augustin. Il a le droit de savoir. » Aliénor hésita, puis prit le manuscrit original. Elle l'ouvrit au psaume 81 et commença à expliquer le code, montrant comment déchiffrer les messages cachés. Guillaume écouta avec une attention intense, son expression devenant de plus en plus grave à mesure qu'elle révélait les secrets enfouis dans les enluminures. Lorsqu'elle eut terminé, un long silence tomba sur la chambre. « Par tous les saints, » murmura finalement Guillaume, « si cela est vrai. »« C'est vrai, » affirma le père Augustin. « J'ai vérifié autant que possible. Les événements décrits correspondent à des faits historiques connus, mais présentés sous un jour différent. Des morts qu'on pensait accidentelles, révélées comme des assassinats. Des alliances expliquées par le chantage plutôt que par l'honneur. » Guillaume se passa une main sur le visage. « Et vous voulez protéger ce manuscrit en créant une copie parfaite, pour que si l'original est volé ou détruit, les informations ne soient pas perdues. » « Exactement. Mais qui cherche à s'emparer de ce manuscrit? Qui sait ce qu'il contient? » « C'est ce que j'espérais que vous pourriez découvrir, » dit le père Augustin. « Vos investigations sur les brigands ont révélé quelque chose d'intéressant, en effet. » Guillaume se tourna vers eux. « Ces soi-disant brigands ne sont pas de simples bandits de grand chemin. Ils portent des armes de qualité et se déplacent avec une organisation militaire. Et selon mes sources, ils cherchent quelque chose de spécifique, un manuscrit ancien. Qui les emploie? C'est moins clair, mais j'ai entendu murmurer un nom, Renaud de Dammartin. » Le père Augustin pâlit. « Le comte de Dammartin? Vous le connaissez? De réputation, c'est un homme puissant, proche du roi, et, l'abbé regarda significativement le manuscrit, l'un de ses ancêtres est nommé dans ces pages. Pas favorablement. » Guillaume hocha lentement la tête. « Alors nous savons qui est notre ennemi. La question est, que faisons-nous maintenant? Vous allez nous aider ?» demanda Aliénor, surprise. Guillaume la regarda, et pour la première fois, elle vit un sourire authentique éclairer son visage sévère. « Dame Aliénor, j'ai passé ma vie à servir la vérité et la justice. Je ne vais pas commencer à protéger les secrets des puissants aux dépens de l'histoire. » Il se tourna vers l'abbé. « Mais nous devons être prudents. Si le comte de Dammartin apprend que nous connaissons son secret. »« Nous serons tous en danger, » compléta Aliénor. « Exactement. » Guillaume réfléchit un moment. « Voilà ce que je propose. Nous continuons la mascarade. Le manuscrit reste volé. Dame Aliénor continue sa copie en secret. Pendant ce temps, je fais savoir discrètement que l'enquête mène à une impasse, que le manuscrit a probablement été vendu à un collectionneur privé hors du royaume.
Avec un peu de chance, cela fera baisser la garde de nos adversaires. Et ensuite, lorsque la copie sera terminée, nous trouverons un moyen de mettre l'original en sécurité, quelque part où même le comte de Dammartin ne pourra l'atteindre. Peut-être à Rome, sous la protection du Saint-Père lui-même. Le plan avait du sens, mais Aliénor sentait qu'il y avait quelque chose que Guillaume ne disait pas. « Et mon secret à moi ?» demanda-t-elle directement. « Qu'allez-vous faire de ça ?» Guillaume la regarda avec une expression indéchiffrable. « Votre secret, dame Aliénor, reste entre nous. Vous avez mes raisons d'être ici, et ce n'est pas à moi de les juger. Tant que vous continuez votre travail sur le manuscrit, votre déguisement reste intact. Vous avez ma parole. » Bien. Guillaume se dirigea vers la sortie, puis se retourna. « Une dernière chose. Je vais devoir rester à l'abbaye encore quelque temps pour maintenir l'apparence de l'enquête. Cela signifie que nous nous verrons souvent. Essayez de ne pas paraître trop nerveuse en ma présence. Cela pourrait éveiller les soupçons. » Après son départ, Aliénor se tourna vers le père Augustin. « Pouvons-nous lui faire confiance ?» « Je le crois. Guillaume de Courtenay a une réputation d'homme intègre. Mais, l'abbé posa une main sur son épaule, restez vigilante. En ces temps troublés, on ne peut jamais être trop prudent. » Chapitre 6e. Secrets et sentiments. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus étranges de la vie d'Aliénor. Ses journées se divisaient en deux existences distinctes. Le jour, elle était frère Alexis, scribe silencieux et studieux, accomplissant ses tâches régulières au scriptorium. La nuit, elle devenait l'enlumineuse secrète, reproduisant page après page le psautier précieux dans la chambre cachée. Et puis, il y avait Guillaume. Le chevalier avait établi son quartier général dans une chambre d'hôte de l'abbaye. Il continuait ostensiblement son enquête, interrogeant de nouveau les moines, examinant les environs à la recherche d'indices. Mais Aliénor savait maintenant que tout cela n'était qu'une façade. En réalité, Guillaume montait la garde, protégeant le secret qu'ils partageaient tous. Leurs chemins se croisaient souvent. Au réfectoire, où Guillaume prenait parfois ses repas avec les moines. Dans le cloître, où elle le voyait marcher en méditation. Au scriptorium, où il venait prétendre examiner des documents. Et chaque fois, Aliénor sentait son regard sur elle. Un regard qui la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur une copie d'un texte de saint Augustin, Guillaume entra dans le scriptorium. La plupart des autres moines étaient à l'office de nonnes et ils se retrouvèrent presque seuls dans la vaste salle. « Frère Alexis, » dit-il assez fort pour que frère Pierre, à l'autre bout de la pièce, puisse l'entendre. « Puis-je vous parler un moment ?» Aliénor posa sa plume et le suivit jusqu'à une alcôve près d'une fenêtre, hors de portée d'oreille. « Comment progresse votre projet ?» demanda-t-il à voix basse. « Bien, j'ai terminé les 20 premières pages. À ce rythme, j'en aurai pour encore 3 mois. » 3 mois. Guillaume regarda par la fenêtre les vignobles dorés d'automne. C'est long. Beaucoup de choses peuvent arriver en 3 mois. Avez-vous des nouvelles du comte de Dammartin? Mes espions rapportent qu'il a quitté Paris et se dirige vers ses terres en Picardie. C'est peut-être un bon signe. Peut-être croit-il vraiment que le manuscrit a été vendu ailleurs. Peut-être. Guillaume se tourna vers elle, et Aliénor fut frappée par l'intensité de son regard bleu-gris. « Dame Aliénor, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Vous pouvez toujours demander. Je ne promets pas de répondre. » Un sourire fugace passa sur son visage. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici? Je connais l'histoire officielle. Vous avez fui un mariage arrangé. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus que cela. » Aliénor détourna les yeux. C'était une question à laquelle elle n'avait pas vraiment réfléchi elle-même. Pourquoi était-elle ici?
simplement pour échapper au vieux seigneur que son oncle voulait lui faire épouser? Ou y avait-il quelque chose de plus profond? Mon père, commença-t-elle lentement, était un homme bon, mais traditionnel. Il croyait que le rôle d'une femme était d'être épouse et mère. Mes talents pour l'enluminure, il les considérait comme un passe-temps charmant, rien de plus. Quand il est mort, mon oncle a hérité de ses terres et de la responsabilité de me marier. Et vous ne vouliez pas de ce mariage. Ce n'était pas seulement le mariage. Elle cherchait les mots justes. C'était l'idée que toute ma vie serait définie par les hommes autour de moi. D'abord mon père, puis mon mari, puis peut-être mes fils. Que je n'aurais jamais la chance d'être moi-même, de faire quelque chose qui compte vraiment. Et ici, déguisé en moine, vous avez trouvé cette liberté? C'est ironique, n'est-ce pas? Pour être libre, j'ai dû renoncer à mon identité. Elle le regarda. Mais maintenant, avec ce manuscrit, pour la première fois, je sens que je fais quelque chose d'important, quelque chose qui durera au-delà de ma vie. Guillaume resta silencieux un moment, puis il dit doucement « Vous savez que vous ne pourrez pas rester caché éternellement. Un jour, vous devrez faire face au monde sous votre vraie identité. Je sais, mais pas encore, pas avant d'avoir terminé ce travail. Et après ? Je ne sais pas. C'était la vérité. Elle n'avait pas réfléchi au-delà de la fin de la copie du manuscrit. Peut-être pourrais-je trouver refuge dans un couvent, ou peut-être... Elle s'interrompit, n'osant pas exprimer l'espoir fragile qui grandissait en elle. Peut-être, pressa Guillaume. Mais avant qu'elle puisse répondre, des pas précipités résonnèrent dans le scriptorium. Frère Pierre accourait vers eux, le visage anxieux. « Messire de Courtenay, frère Alexis, le père Augustin vous demande immédiatement, il y a des visiteurs. » « Quels visiteurs » demanda Guillaume. « Des hommes du comte de Dame Martin. Ils disent avoir des informations sur le manuscrit volé. » Aliénor et Guillaume échangèrent un regard alarmé. Le comte n'avait donc pas abandonné. Au contraire, il se rapprochait. Ils suivirent frère Pierre jusqu'à la salle capitulaire, où le père Augustin recevait 3 hommes vêtus aux couleurs du comte, bleu et or. L'un d'eux, visiblement le chef, s'inclina à l'approche de Guillaume. « Seigneur de Courtenay, dit-il, je suis Bertrand de Vaux, sénéchal du comte de Dame Martin. Mon maître m'envoie vous offrir son assistance dans votre enquête. » « C'est fort aimable de sa part, répondit Guillaume d'un ton neutre. Mais puis-je demander pourquoi le comte s'intéresse à cette affaire? Le comte est un grand collectionneur de manuscrits anciens. Quand il a appris le vol du psautier, il a été profondément troublé. Un tel trésor culturel ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Je vois. Et quelle assistance peut-il m'offrir exactement? Le sénéchal sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Mon maître a des contacts dans tout le royaume et au-delà. Si le manuscrit a été vendu, il peut faire jouer ses relations pour le localiser. De plus, et là son regard se fit plus acéré, il aimerait examiner personnellement les lieux du vol. Parfois, un œil frais peut voir ce que d'autres ont manqué. Aliénor sentit son sang se glacer. Si les hommes du comte fouillaient l'abbaye, ils pourraient découvrir la chambre secrète, et tout serait perdu. Mais Guillaume, imperturbable, hocha la tête. Naturellement, le père Augustin se fera un plaisir de vous montrer le scriptorium et la salle où le manuscrit était conservé, bien que je doute que vous trouviez quoi que ce soit que nous n'ayons déjà découvert. Néanmoins, nous aimerions essayer, avec votre permission, père Augustin? L'abbé, pâle mais composé, inclina la tête. « Bien sûr, suivez-moi. » Tandis que le groupe se dirigeait vers le scriptorium, Aliénor chercha désespérément le regard de Guillaume. Que devait-il faire si les hommes du comte découvraient quelque chose? Guillaume lui fit un signe discret de la main, un geste qui disait « Restez calme, j'ai un plan. » Mais quel plan pouvait-il avoir contre 3 hommes armés déterminés à fouiller l'abbaye? La visite du sénéchal et de ses hommes dura toute la journée.
Ils examinèrent chaque recoin du scriptorium, posèrent des questions sur les habitudes des moines, les visiteurs récents, tout ce qui pourrait les mener au manuscrit. Aliénor les observait de loin, feignant de travailler, tout en surveillant leurs mouvements. À un moment, elle vit l'un des hommes descendre vers les caves. Son cœur manqua un battement. Allait-il trouver le passage secret ? Mais Guillaume, comme par hasard, choisit ce moment pour offrir au sénéchal un verre de vin de l'abbaye, les entraînant dans une conversation sur les vignobles bourguignons qui monopolisa leur attention jusqu'au retour de l'homme des caves, qui ne rapporta rien d'intéressant. Finalement, alors que le soleil déclinait, le sénéchal sembla se résigner à l'échec de sa recherche. « Très bien, dit-il. Il semble que le manuscrit ne soit vraiment plus ici. Nous informerons le comte. » Il se tourna vers Guillaume. « Mon maître aimerait que vous le teniez informé de tout développement dans votre enquête. » « Naturellement. Et si jamais le manuscrit réapparaît, et là son ton se fit plus menaçant, le comte serait très intéressé à le racheter, à un prix généreux bien sûr. J'en prends note. » Après le départ des hommes du comte, le père Augustin, Guillaume et Aliénor se retrouvèrent dans le bureau de l'abbé. « Ils vont revenir, » dit l'abbé d'une voix tremblante. « J'en suis sûr. » « Probablement, » acquiesça Guillaume, « mais nous avons gagné du temps, et maintenant nous savons qu'ils cherchent activement. Nous devons redoubler de prudence. » « Dame Aliénor, » le père Augustin se tourna vers elle, « pouvez-vous accélérer votre travail ? » « Je peux essayer, mais si je me précipite, la qualité en souffrira, et une copie imparfaite ne servira à rien. » « Elle a raison, » dit Guillaume, « mieux vaut prendre le temps de bien faire les choses. Mais, et il regarda Aliénor avec gravité, vous ne devez plus descendre seul dans la chambre, c'est trop dangereux. Je monterai la garde pendant que vous travaillez. Vous, mais... Pas de discussion. À partir de maintenant, nous travaillons ensemble. » Et c'est ainsi que commença une nouvelle phase de leur collaboration. Chaque nuit, après complices, Guillaume et Aliénor descendaient ensemble dans la chambre secrète. Guillaume s'asseyait près de l'entrée, son épée à portée de main, tandis qu'Aliénor travaillait sur le manuscrit. Au début, il gardait le silence, mais peu à peu, dans l'intimité de ces heures nocturnes, ils commencèrent à parler. Guillaume lui racontait sa vie de chevalier, les batailles qu'il avait combattues, les terres qu'il avait visitées. Aliénor partageait ses souvenirs de son enfance, son amour pour l'art et les livres, ses rêves d'une vie différente. « Pourquoi n'avez-vous jamais pris femme ?» demanda-t-elle une nuit, surprise par sa propre audace. Guillaume sembla réfléchir à la question. « J'ai été fiancé une fois, quand j'étais jeune, à la fille d'un baron, mais elle est morte de la fièvre avant notre mariage. Après cela, je suppose que je ne me suis jamais permis de m'attacher de nouveau. Vous avez peur de la souffrance. N'est-ce pas le cas de nous tous ? » Il la regarda. « Vous aussi, vous avez fui l'attachement en vous cachant ici. » Peut-être. Aliénor trempa sa plume dans l'encre bleue. Mais parfois, je me demande si la fuite était la bonne solution, si je n'aurais pas dû rester et me battre pour ce que je voulais. Et que vouliez-vous ? Elle ne répondit pas immédiatement, concentrée sur le tracé délicat d'une vigne qui s'enroulait autour d'une lettre initiale. Quand elle parla enfin, sa voix était si basse qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Je voulais être vu, vraiment vu, pour qui je suis, pas comme la fille de quelqu'un ou la future épouse de quelqu'un, juste moi. »« Je vous vois, » dit Guillaume doucement. Aliénor leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Dans la lumière dorée des chandelles, elle vit quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle. Une chaleur, une tendresse qu'elle n'avait jamais vue chez un homme auparavant. « Guillaume, » commença-t-elle. Mais à ce moment précis, ils entendirent un bruit au-dessus. Des pas, des voix.
Guillaume se leva instantanément, la main sur la garde de son épée. « Éteignez les chandelles, murmura-t-il. Vite !» Aliénor souffla les chandelles, plongeant la chambre dans l'obscurité totale. Elle entendit Guillaume se déplacer silencieusement vers l'entrée du passage. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre. Les voix se rapprochaient, puis la lumière d'une torche apparut dans le passage. Aliénor retint son souffle. « Certain que c'est par ici », disait une voix. « J'ai vu le moine descendre. » « Quel moine ?» Le jeune, frère Alexis. C'était frère Mathieu et un autre moine qu'Aliénor ne reconnut pas. Guillaume fit un pas en avant, se plaçant entre eux et Aliénor. « Frère Mathieu, dit-il calmement, que faites-vous ici à cette heure ?» Les deux moines sursautèrent, surpris par sa présence. « Seigneur de Courtenay !» Mathieu se ressaisit rapidement. « Nous avons vu quelqu'un descendre dans les caves. Nous pensions que c'était peut-être le voleur qui revenait. » « Je vois. Eh bien, comme vous pouvez le constater, il n'y a personne ici. » Guillaume bloquait l'entrée de la chambre, empêchant les moines de voir à l'intérieur. « Frère Alexis est dans sa cellule depuis Complis. J'ai vérifié moi-même. »« Mais je l'ai vu. » Dans l'obscurité, il est facile de se tromper. Le ton de Guillaume était ferme. Maintenant, je suggère que vous retourniez à vos cellules. Il est tard. Mathieu hésita, visiblement peu convaincu. Mais face à l'autorité du chevalier, il n'avait d'autre choix que d'obéir. Les deux moines s'éloignèrent, leurs pas résonnant dans le passage. Guillaume attendit longtemps après leur départ avant de rallumer une chandelle. Aliénor put enfin respirer de nouveau. « C'était trop près, murmura-t-elle. « Beaucoup trop. » Guillaume la regarda avec gravité. « Dame Aliénor, nous devons parler. Cette situation devient de plus en plus dangereuse. » « Je sais, mais je ne peux pas abandonner maintenant, pas quand j'ai déjà fait tant de chemin. » « Ce n'est pas ce que je suggère. » Il s'approcha d'elle. « Mais nous devons envisager un plan de secours. Si votre identité est découverte, si la chambre est révélée, vous aurez besoin d'un moyen de vous échapper. » « M'échapper où ? J'ai une petite propriété en Champagne, un manoir fortifié. Vous y seriez en sécurité le temps que les choses se calment. Vous me proposez un refuge ? Je vous propose ma protection. » Il prit sa main, et Aliénor sentit la chaleur de sa paume contre la sienne. « Vous n'êtes plus seul dans cette affaire, Aliénor. Vous avez des alliés, des amis. » Il hésita, puis ajouta doucement « Et peut-être plus que cela, si vous le permettez. » Aliénor sentit son cœur s'emballer. « Guillaume, nous ne pouvons pas. Je suis censé être un moine, et vous êtes un chevalier au service du duc. Je suis aussi un homme, et vous êtes une femme remarquable. » Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser léger. « Je ne demande rien que vous ne vouliez donner, mais je voulais que vous sachiez ce que je ressens. » Aliénor ferma les yeux, submergée par des émotions qu'elle avait longtemps réprimées. Une partie d'elle voulait se jeter dans ses bras, oublier toutes les complications et les dangers. Mais une autre partie, la partie prudente, qui l'avait gardée en vie jusqu'ici, la retenait. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir, pour comprendre ce que je veux vraiment. » Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Guillaume laissa retomber sa main. Mais sachez que quoi que vous décidiez, je serai là, pour vous protéger, vous aider, quoi qu'il arrive. Chapitre 7e. La trahison. L'automne céda la place à l'hiver. Les vignobles dorés se dépouillèrent de leurs feuilles, et le premier gel recouvrit les collines bourguignonnes d'un manteau blanc. Dans la chambre secrète, Aliénor continuait son travail méticuleux, page après page, enluminure après enluminure. Le manuscrit prenait forme. Elle en était maintenant à plus de la moitié, et même elle devait admettre que la copie était parfaite. Chaque détail, chaque nuance de couleur, chaque courbe de lettre était identique à l'original.
Si quelqu'un comparait les deux manuscrits côte à côte, il aurait du mal à distinguer l'un de l'autre. Guillaume passait toujours les nuits avec elle, montant la garde, conversant à voix basse pendant qu'elle travaillait. Leur relation avait évolué dans quelque chose de plus profond qu'une simple alliance. C'était une amitié, une confiance mutuelle et, bien qu'aucun d'eux n'osait encore le nommer, quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Mais les nuages s'amoncelaient. Frère Mathieu était devenu de plus en plus suspicieux. Il observait Aliénor constamment, notait ses absences, ses moments de fatigue après les nuits passées à copier le manuscrit. Plusieurs fois, elle l'avait surpris en train de fouiller dans ses affaires au scriptorium. « Il sait quelque chose », dit-elle un soir à Guillaume. « Je le sens. » S'il savait vraiment, il aurait déjà parlé. Guillaume affûtait son épée, le mouvement régulier de la pierre produisant un son apaisant. Non, il soupçonne, mais il n'a pas de preuves. Et s'il décide de chercher ses preuves, s'il nous suit une nuit? Guillaume leva les yeux de son travail. Alors nous devrons être encore plus prudents. Peut-être devrions-nous varier nos horaires, ne pas descendre tous les soirs. Mais cela ralentirait le travail. Mieux vaut lent et sûr que rapide et découvert. Aliénor soupira, sachant qu'il avait raison. Mais chaque jour de retard était un jour de plus à vivre dans la peur d'être découverte. La décision fut prise pour eux quelques jours plus tard. C'était un matin glacial de décembre. Aliénor était au scriptorium, travaillant sur une copie d'un texte de Boès, lorsque le père Augustin entra précipitamment. Son visage était livide. « Frère Alexis, dit-il d'une voix tendue, venez avec moi, immédiatement. » Le ton ne souffrait aucune discussion. Aliénor le suivit, consciente des regards curieux des autres moines. Ils traversèrent le cloître jusqu'au bureau de l'abbé, où elle fut surprise de trouver Guillaume déjà présent, ainsi que deux hommes qu'elle reconnut comme étant du service du duc de Bourgogne. « Fermez la porte, » ordonna l'abbé. Une fois la porte close, l'un des hommes du duc se tourna vers Aliénor. « Frère Alexis, ou devrais-je dire, dame Aliénor de Montclair. » Le sang d'Aliénor se glaça. Comment savait-il? Commença-t-elle. « Inutile de nier, » coupa l'homme. « Nous avons reçu des informations très détaillées sur votre présence ici, sur votre déguisement. » Et sûr, il jeta un regard vers le père Augustin, certaines activités nocturnes dans les caves de l'abbaye. « Qui vous a dit cela ?» demanda Guillaume, la main sur la garde de son épée. « Cela importe peu. Ce qui importe, c'est que le duc exige des explications, immédiatement. » Le père Augustin s'effondra dans son fauteuil. « C'est fini alors. Tout est découvert. » « Pas tout, mon père, » dit l'un des hommes. « Pas encore. Le duc ne sait rien du manuscrit. Notre informateur semble avoir omis ce détail. Il s'est concentré uniquement sur la présence d'une femme déguisée dans votre abbaye. »« Frère Mathieu, » murmura Aliénor, « il a dû nous voir, nous suivre, mais il ne connaît pas l'existence de la chambre secrète. Peut-être, ou peut-être garde-t-il cette information pour lui. » Guillaume se tourna vers les hommes du duc. « Messire, je peux tout expliquer. Dame Aliénor est ici sous ma protection. »« Votre protection ?» L'homme sembla amusé. « Seigneur de Courtenay, vous êtes au service du duc. Vous n'avez pas l'autorité de cacher une noble fugitive dans un monastère. Cette noble fugitive n'a commis aucun crime. Elle a trompé l'Église, elle a profané un lieu sacré par sa présence. » L'homme croisa les bras. Le duc veut la voir, en personne, demain à sa cour à Dijon. Demain, le père Augustin sembla horrifié. « C'est impossible. Le voyage prend au moins 2 jours. Alors, vous feriez mieux de partir immédiatement. » L'homme se tourna vers Aliénor. « Dame Aliénor, préparez vos affaires. Vous quittez l'abbaye dans l'heure. »« Non, » dit fermement Guillaume, « elle ne va nulle part sans moi. » « Cela peut être arrangé. Le duc voudra de toute façon entendre votre version des événements, seigneur de Courtenay. » L'homme se dirigea vers la porte. 1 heure, pas plus. Après leur départ, un silence de mort tomba sur le bureau.
Qu'allons-nous faire » murmura finalement le père Augustin. « Je vais aller voir le duc, dit Aliénor, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Je lui expliquerai pourquoi je suis parti, pourquoi j'ai cherché refuge ici. Et le manuscrit demanda l'abbé. Si vous partez maintenant, qui terminera la copie? Je reviendrai. Aliénor se tourna vers Guillaume. N'est-ce pas? Le duc me permettra de revenir. Guillaume ne répondit pas immédiatement. Son visage était sombre. Je ne sais pas, Aliénor. Le duc est un homme imprévisible. Il pourrait vous pardonner, ou il pourrait décider de faire un exemple de vous. Alors je dois le convaincre. Elle redressa les épaules. Je plaiderai ma cause. Je lui ferai comprendre. Et si cela ne suffit pas, le père Augustin semblait au bord des larmes. Si le duc refuse, si vous êtes forcé de vous marier, ou pire, envoyé dans un couvent contre votre gré, alors au moins j'aurais essayé. Aliénor regarda les deux hommes qui étaient devenus ses plus proches alliés. Mais je vous en prie, protégez le manuscrit, terminez la copie, trouvez quelqu'un d'autre pour le faire. Ce travail est trop important pour être abandonné. Dame Aliénor, commença Guillaume. S'il vous plaît, le coupa-t-elle, promettez-moi que quoi qu'il m'arrive, vous protégerez le psautier. Le père Augustin et Guillaume échangèrent un regard, puis hochèrent la tête. Nous le promettons, dit l'abbé solennellement. Aliénor retourna à sa cellule pour rassembler ses maigres possessions. Son sac de voyage contenait peu de choses, la robe qu'elle n'avait pas portée depuis des mois, quelques effets personnels, un petit livre de prière que sa tante lui avait donné. En le tenant dans ses mains, elle se rendit compte à quel point sa vie avait changé depuis son arrivée à l'abbaye. Elle était venue ici en fugitive désespérée, et elle en repartait, quoi? Une artiste? Une gardienne de secret? Une femme amoureuse? Un coup léger à sa porte la fit sursauter. Guillaume entra, fermant la porte derrière lui. « Vous êtes prête » demanda-t-il. « Autant que je le serai jamais. » Il s'approcha et prit ses mains dans les siennes. « Aliénor, il y a quelque chose que je dois vous dire avant que nous partions. Quelque chose que je n'ai pas osé dire jusqu'ici. Guillaume, laissez-moi parler, s'il vous plaît. » Il prit une profonde inspiration. Ces derniers mois, travailler à vos côtés, apprendre à vous connaître, cela a changé quelque chose en moi. Vous m'avez fait ressentir des choses que je croyais mortes depuis longtemps. Guillaume, je ressens la même chose, mais nous ne pouvons pas. Je sais que les circonstances sont impossibles. Je sais que je suis un simple chevalier et que vous êtes une noble. Je sais que vous avez vos raisons de vouloir rester libre. Mais, et sa voix se fit plus intense, si jamais vous changez d'avis, si jamais vous voulez quelqu'un à vos côtés, pas comme un maître, mais comme un égal, je serai là. Aliénor sentit des larmes piquer ses yeux. Comment puis-je vous promettre quoi que ce soit alors que je ne sais même pas ce qui m'attend? Vous ne pouvez pas, et je ne demande pas de promesse. Il porta ses mains à ses lèvres. Je veux juste que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Quoi qu'il arrive à Dijon, quoi que décide le duc, vous aurez toujours un allié, un ami. Et peut-être plus, murmura Aliénor. Et peut-être plus, répéta-t-il avec un sourire. Le voyage vers Dijon fut long et froid. Ils chevauchèrent à travers les collines enneigées de Bourgogne, s'arrêtant seulement brièvement dans les auberges le long de la route. Les hommes du duc les escortaient de près, ne les laissant jamais seuls. Aliénor avait échangé sa bure de moine contre sa robe, et elle sentait les regards curieux des voyageurs qu'ils croisaient. Guillaume chevauchait à ses côtés, silencieux mais présent. Parfois, leurs regards se croisaient, et dans ces moments, Aliénor puisait de la force. Ils arrivèrent à Dijon par une froide après-midi de décembre. Le palais ducal se dressait au centre de la ville, imposant et intimidant. Des gardes en livrée les escortèrent à travers les grandes portes et dans les couloirs de pierre. « Le duc vous recevra demain matin », leur dit en chambellan. « En attendant, on vous montrera vos chambres. » Aliénor fut conduite dans une petite chambre au 2e étage. C'était confortable, mais clairement une pièce pour un invité surveillé plutôt qu'honoré.
Une servante lui apporta de l'eau pour se laver et un repas simple. Elle passa la nuit à se tourner et se retourner, répétant mentalement ce qu'elle dirait au duc. Comment pourrait-elle lui faire comprendre? Comment pourrait-elle lui expliquer son besoin de liberté, son désir de faire quelque chose de significatif avec sa vie? Au matin, les gardes vinrent la chercher. Ils la conduisirent à travers un dédale de couloirs jusqu'à une grande salle aux hautes voûtes. Le duc Hugues IV de Bourgogne était assis sur un trône richement orné, entouré de sa cour. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage sévère mais intelligent. Guillaume était déjà là, debout à côté du trône. Il lui adressa un regard encourageant. « Approchez, dame Aliénor de Montclerc », commanda le duc. Aliénor avança, le cœur battant. Elle s'agenouilla devant le trône comme le protocole l'exigeait. « Relevez-vous », dit le duc, « nous avons beaucoup à discuter. » Elle se releva, gardant les yeux baissés respectueusement. « On me dit, » commença le duc, « que vous avez passé les derniers mois déguisé en moine dans l'abbaye de Saint-Benoît. Est-ce vrai? » »« Oui, votre grâce. »« Et pourquoi avez-vous fait une chose aussi inhabituelle ?» Aliénor prit une profonde inspiration. « Parce que je n'avais nulle part d'autre où aller, votre grâce. Après la mort de mon père, mon oncle voulait me marier à un homme que je ne connaissais pas, un homme beaucoup plus âgé que moi. Je ne pouvais pas accepter ce destin. Alors vous avez choisi la tromperie, vous avez profané un lieu sacré. Je ne voulais profaner personne, votre grâce. Je cherchais seulement un refuge. Et pendant mon séjour à l'abbaye, j'ai servi fidèlement. J'ai travaillé au scriptorium, j'ai créé des manuscrits de grande qualité. J'ai donné le meilleur de moi-même à Dieu et à l'art sacré. » Le duc se pencha en avant, ses doigts tapotant la coudoir de son trône. « Le seigneur de Courtenay me dit que vos enluminures sont exceptionnelles. Est-ce vrai? Je laisse aux autres le soin d'en juger, votre grâce. » « Montrez-moi. » Le duc fit un geste à un serviteur qui apporta parchemin, encre et pigments. « Là, maintenant, montrez-moi ce dont vous êtes capable. » Aliénor sentit tous les regards de la cour se poser sur elle. C'était un test, elle le savait, mais c'était aussi une opportunité. Elle s'approcha de la table où avaient été disposés les matériaux et examina ce qui était à sa disposition. Pendant 1 heure, elle travailla en silence, consciente du murmure des courtisans, des regards scrutateurs. Ses mains ne tremblaient pas. Elle n'avait jamais tremblé quand elle créait. C'était le seul moment où elle se sentait vraiment elle-même, vraiment libre. Enfin, elle se redressa. Sur le parchemin, elle avait créé une lettrine représentant un dé enlacé de vignes et de fleurs. Au centre, un oiseau, un chardonneret, regardait vers le ciel. Les couleurs étaient vives, l'or brillait et chaque détail était parfait. Le duc descendit de son trône pour examiner le travail. Un long silence suivit, puis il se tourna vers sa cour. « Messieurs, dames, vous êtes témoins d'un talent remarquable. » Il regarda Aliénor avec un respect nouveau. « Dame Aliénor, je comprends maintenant pourquoi vous avez fui le mariage qu'on vous imposait. Un tel don ne devrait pas être gaspillé dans les tâches domestiques d'une épouse. » Aliénor osa lever les yeux, surprise. « Cependant, continua le duc, vous avez violé les règles de l'Église en vous déguisant en moine. Cela ne peut être ignoré. » Son cœur se serra. « Je comprends votre grâce. Mais... » Et un sourire apparut sur le visage du duc. « Peut-être pouvons-nous trouver une solution qui serve à la fois la justice et l'art. » Il se tourna vers Guillaume. « Seigneur de Courtenay, vous avez plaidé avec passion pour cette dame. Êtes-vous prêt à garantir sa conduite à l'avenir? » « De tout mon cœur, votre grâce, » répondit Guillaume sans hésitation.
Alors voici mon jugement. Le duc se rassit sur son trône. Dame Aliénor de Montclair, vous ne retournerez pas à l'abbaye en tant que moine, mais je vous nomme enlumineuse officielle de ma cour. Vous travaillerez sur les manuscrits ducaux sous la protection de ma maison. En échange, vous créerez pour moi les plus beaux manuscrits de toute la chrétienté. Aliénor resta bouche bée. Votre grâce, je ne sais que dire. Dites oui. Oui, les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Oui, votre grâce, merci, merci infiniment. Quant à votre oncle et au mariage qu'il avait arrangé, continua le duc, je m'en occuperai personnellement. En tant qu'enlumineuse de ma cour, vous êtes sous ma protection directe. Nul ne peut vous forcer à quoi que ce soit contre votre gré. Votre grâce est trop généreuse. Non, dame Aliénor, je reconnais simplement le talent quand je le vois, et j'ai besoin d'artistes de votre calibre pour embellir ma cour. Il fit un geste de la main. Vous pouvez vous retirer. Le seigneur de Courtenay vous montrera votre nouvel atelier. Aliénor sortit de la salle en état de choc, suivi par Guillaume. Ce n'est que lorsqu'ils furent seuls dans un couloir désert qu'elle se permit de s'effondrer contre le mur, submergée par le soulagement. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-elle. « Je suis libre, vraiment libre. » Guillaume sourit. Le duc est un homme pragmatique. Il sait reconnaître la valeur quand il la voit, et votre talent est indéniable. Mais le manuscrit... Aliénor se redressa, soudain alarmée. « Le psautier, je n'ai pas terminé la copie. » « Ne vous inquiétez pas. » Guillaume prit sa main. « J'ai parlé au duc en privé ce matin. Il sait tout. Du vol, du conte de Dame Martin, du code caché. »« Quoi? Vous lui avez tout dit ?»« J'ai dû le faire. C'était le seul moyen de vous protéger. Et le duc... » Guillaume sourit. Le duc s'est révélé très intéressé par cette histoire. Il a promis sa protection complète. Le manuscrit sera mis en sécurité et vous pourrez terminer la copie ici, à Dijon, dans votre propre atelier. Et le comte de Dame Martin? Le duc s'occupera de lui aussi. Apparemment, il cherchait une excuse pour réduire l'influence du comte. Cette affaire lui en fournit une parfaite. Aliénor sentit un poids immense s'envoler de ses épaules. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer librement. « Guillaume, » dit-elle doucement, « vous avez risqué votre position, votre réputation, pour moi. » Il caressa sa joue avec tendresse. « Vous savez pourquoi, Aliénor. Dites-le-moi quand même, j'ai besoin de l'entendre. Parce que je vous aime. » Les mots étaient simples, directs, sincères. Depuis le moment où j'ai commencé à voir au-delà du déguisement, à découvrir la femme extraordinaire que vous êtes, votre courage, votre talent, votre détermination, vous m'avez captivé. « Je vous aime aussi, » murmura Aliénor. « Je pense que je vous aimais déjà pendant ces longues nuits dans la chambre secrète, mais j'avais trop peur pour l'admettre. » Guillaume l'attira doucement dans ses bras. « Vous n'avez plus besoin d'avoir peur, plus jamais. » Ils restèrent ainsi un long moment, trouvant du réconfort dans l'étreinte l'un de l'autre. Épilogue. 3 ans plus tard. Le printemps était revenu en Bourgogne, et avec lui la promesse de nouvelles créations. Dans son atelier au palais ducal, Aliénor de Courtenay, car tel était maintenant son nom, mettait la dernière touche à son chef-d'œuvre. Le psautier était terminé. Non pas un, mais 2 psautiers identiques, impossibles à distinguer l'un de l'autre. L'original était désormais en sécurité dans les archives secrètes du Vatican, sous la protection personnelle du pape. La copie trônait dans la bibliothèque du duc, qui l'exhibait fièrement à tous les visiteurs de marque. Mais Aliénor avait créé bien d'autres œuvres dans l'intervalle. Des livres d'heures pour les dames de la cour, des évangéliaires pour les cathédrales, des chroniques enluminées pour les nobles. Sa réputation s'était répandue à travers toute l'Europe. On venait de France, d'Angleterre, même d'Italie pour commander ses œuvres. Et elle avait épousé Guillaume.
Ce n'avait pas été un mariage arrangé, ni un mariage de convenance, c'était un mariage d'amour et de respect mutuel. Guillaume n'avait jamais essayé de limiter son art ou de la forcer dans un rôle traditionnel d'épouse. Au contraire, il était devenu son plus grand soutien, gérant les aspects pratiques de son atelier, négociant avec les clients, la protégeant de ceux qui désapprouvaient encore qu'une femme exerce un tel métier. « Tu travailles trop ?» dit justement Guillaume en entrant dans l'atelier, portant un plateau avec du vin et des fruits. Aliénor leva les yeux de son pupitre et sourit. « Je pourrais dire la même chose de toi. N'es-tu pas censé être en conseil avec le duc ? Le conseil est terminé, et j'ai une nouvelle à t'annoncer. » Il posa le plateau et s'assit à côté d'elle. « Le duc a reçu une lettre du roi. Il veut que tu crées un manuscrit pour lui, une histoire de France, entièrement enluminée. » Le roi lui-même ? Aliénor sentit son cœur s'accélérer. « Guillaume, c'est incroyable. C'est mérité. » Il embrassa son front. « Tu es devenue la plus célèbre enlumineuse de France, peut-être même d'Europe. » Aliénor regarda autour d'elle son atelier, avec ses pigments soigneusement rangés, ses parchemins de qualité, ses apprentis, car elle avait maintenant 3 jeunes femmes qui apprenaient l'art de l'enluminure sous sa direction. C'était un rêve qu'elle n'aurait jamais osé imaginer quelques années auparavant. « Parfois, dit-elle doucement, je pense encore à l'abbaye, au père Augustin, à frère Mathieu. Je me demande comment ils vont. Le père Augustin va bien, il m'a envoyé une lettre la semaine dernière. Le scriptorium prospère. Et frère Mathieu, Guillaume sourit. Il a finalement admis que tu étais meilleur que lui. Cela lui a pris du temps, mais il l'a admis. Et le comte de Dame Martin ? Toujours en disgrâce. Le duc a veillé à ce qu'il ne retrouve jamais son influence. Guillaume prit sa main. Tu es en sécurité, Aliénard. Nous sommes en sécurité. Je sais. Elle entrelaça ses doigts avec les siens. Mais parfois, j'ai presque envie de retourner à ces nuits dans la chambre secrète. Juste toi et moi, travaillant sur ce manuscrit interdit. Nous avons créé quelque chose de spécial là-bas, acquiesça Guillaume. Pas seulement le manuscrit, nous. Oui, Aliénor se pencha et l'embrassa doucement. Et nous continuons à créer de nouvelles œuvres, une nouvelle vie, un nouveau chapitre. Un coup léger à la porte les interrompit. L'une des apprenties d'Aliénor passa la tête par l'entrebâillement. « Madame, pardon de vous déranger, mais il y a une jeune femme à la porte. Elle dit qu'elle vient de loin et qu'elle cherche refuge. Elle dit, l'apprentie hésita, elle dit qu'elle a entendu parler d'une dame qui a trouvé la liberté en suivant sa passion pour l'art. » Aliénor et Guillaume échangèrent un regard. Puis Aliénor sourit. « Fais-la entrer, dit-elle. Nous avons tous besoin d'aide parfois. Et peut-être a-t-elle un talent qui ne demande qu'à être découvert. » Tandis que l'apprenti partait chercher la visiteuse, Aliénor se tourna vers la fenêtre. Le soleil brillait sur les vignobles en contrebas, les mêmes vignobles qu'elle avait vus le jour de son arrivée à l'abbaye. Mais tout était différent maintenant. Elle n'était plus une fugitive se cachant sous un déguisement. Elle était Aliénor de Courtenay, artiste, enlumineuse, femme libre. Et sur son pupitre, un nouveau parchemin vierge attendait. Une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle œuvre à créer. Car c'était cela, finalement, le véritable pouvoir de l'art. La capacité de transformer, de transcender, de créer quelque chose de beau et de durable à partir du chaos et de la peur. Gisèle de Chelles l'avait compris il y a des siècles, cachant la vérité dans ses enluminures pour qu'elle survive aux âges. Et maintenant, Aliénor portait ce flambeau. Elle trempa sa plume dans l'encre et commença à tracer la première lettre sur le parchemin. Un A enlacé de vignes, au centre duquel un chardonneret regardait vers l'avenir.
L'histoire continuait. Elle continuerait toujours.